Le matin du 12 novembre 1988, Marguerite Dubois se réveilla avec cette sensation particulière que seuls les futurs mariés connaissent. Une mixture de nervosité et d'euphorie qui lui serrait la poitrine, accompagnée de cette petite voix intérieure qui murmurait « Aujourd'hui, ma vie change pour toujours ». Elle repoussa doucement les rideaux de dentelle de sa chambre d'enfance, dans la maison familiale de Besançon, et sourit en voyant les premiers rayons de soleil percer à travers les nuages bas qui flottaient au-dessus de la vallée du Doubs. Ce devait être le plus beau jour de sa vie. À 24 ans, Marguerite était ce qu'on appelait une belle personne dans leur petite communauté de Franche-Comté. Pas seulement par son apparence délicate, ses cheveux châtains toujours soigneusement coiffés et ses yeux noisettes qui pétillaient de joie, mais par cette bonté naturelle qui émanait d'elle. Elle travaillait comme institutrice à l'école primaire du village depuis 2 ans et les parents des élèves l'adoraient pour sa patience et sa douceur avec les enfants. « Ma chérie, il faut que tu manges quelque chose », lui dit sa mère, Françoise, en entrant dans la chambre avec un plateau garni de croissants chauds et de confitures de cerises maison. « Tu ne peux pas te marier le ventre vide », Marguerite sourit tendrement à sa mère. Françoise Dubois était une femme robuste aux joues rosies par les années passées à s'occuper de sa famille et de la boulangerie familiale. Ses mains, marquées par la farine et le travail, tremblaient légèrement d'émotion en posant le plateau sur la commode en noyer. « Je suis trop nerveuse pour manger, maman », avoua Marguerite en s'asseyant sur le bord du lit. « J'ai l'impression que mon estomac fait des nœuds. C'est normal, ma petite. Moi aussi, j'y étais comme ça le jour de mon mariage avec ton père. Mais regardez-nous maintenant, 30 ans plus tard, toujours ensemble et heureux. » Françoise s'assit à côté de sa fille et lui caressa doucement les cheveux. « Jean-Claude est un homme bien. Il va prendre soin de toi. Jean-Claude Moreau. » Le nom faisait battre le cœur de Marguerite un peu plus fort à chaque fois qu'elle l'entendait ou le prononçait. Il cesse était rencontré 2 ans plus tôt lors de la fête patronale du village. Il était menuisier, comme son père et son grand-père avant lui, spécialisé dans la restauration de meubles anciens, un métier qui demandait de la patience, de la minutie, des qualités qu'elle admirait chez lui. Jean-Claude avait 28 ans, des mains habiles et un sourire qui la faisait fondre à chaque fois qu'il la regardait avec cette tendresse infinie dans ses yeux verts. « Il m'a dit hier soir qu'il n'arrivait pas à dormir », confie Marguerite à sa mère, un sourire rêveur aux lèvres. « Il était si mignon, tout intimidé, nous qui nous connaissons depuis 2 ans, et il rougit encore quand je lui prends la main. » Ce qui touchait le plus Marguerite chez Jean-Claude, était sa simplicité et sa sincérité. Il n'était pas homme à faire de grands discours ou des promesses en l'air. Quand il lui avait demandé sa main, 6 mois plus tôt, était avec une simplicité touchante, un genou à terre dans le petit jardin derrière la maison de ses parents, une bague de famille dans les mains tremblantes. « Je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus riche, mais je t'aime plus que tout au monde, Marguerite. Veux-tu être ma femme ?» Ces mots résonnaient encore dans son cœur comme une mélodie douce. La famille Moreau était respectée dans la région. Le père de Jean-Claude, Henri, dirigeait un petit atelier de menuiserie qui employait 3 artisans. Il restaurait les meubles anciens des châteaux et des maisons bourgeoises de la région. Un travail méticuleux qui leur avait valu une réputation solide. La mère de Jean-Claude, Marie-Thérèse, était une femme discrète mais chaleureuse, qui avait immédiatement pris Marguerite sous son aile. « Les Moreau sont une famille unie », avait dit le père de Marguerite, Pierre, quand Jean-Claude était venu demander officiellement la main de sa fille. Henri est un homme de parole, et son fils lui ressemble. Ils feront du bien à notre Marguerite. L'auberge du Moulin des Saules, où devait se dérouler la cérémonie et la réception, se situait à 15 km de Besançon, niché dans un méandre paisible du Doubs. Était un endroit magique, avec ses murs de pierre blonde, ses poutres apparentes et sa roue à eau qui tournait encore paresseusement au fil de l'eau. Les propriétaires, monsieur et madame Bertrand, avaient rénové l'endroit avec goût, en préservant l'authenticité du lieu
tout en y ajoutant le confort moderne nécessaire pour accueillir les invités. Marguerite et Jean-Claude avaient visité l'auberge pour la première fois au printemps. Elle se souvenait encore de l'émotion qu'elle avait ressentie en découvrant la petite chapelle attenante, avec ses vitraux colorés qui projetaient des arcs-en-ciel sur les bancs de bois vernis. Jean-Claude avait serré sa main et murmuré « C'est ici que nous dirons oui, ma chérie ». Ils avaient tout planifié ensemble, dans les moindres détails. Les fleurs seraient des roses blanches et des branches de lierre, cueillies dans le jardin de la mère de Marguerite. Le menu comporterait les spécialités de la région, une soupe aux champignons des bois, du coq au vin jaune, et pour dessert, un croque-en-bouche confectionné par le père de Marguerite lui-même. Les invités vont commencer à arriver vers 10 heures, dit Françoise en regardant la pendule de la chambre. Ta robe est prête, tes chaussures aussi. Il ne manque plus que toi. La robe de mariée était un rêve de dentelle et de soie, simple mais élégante, avec un col montant et des manches longues, parfaite pour un mariage d'automne. Marguerite l'avait fait confectionner par la couturière du village, Madame Perrin, une femme âgée aux doigts de fée qui avait habillé 3 générations de mariés dans la région. « Jean-Claude va être ébloui quand il te verra », murmura Françoise en aidant sa fille à enfiler la robe. « Tu es si belle, ma chérie ». Marguerite se regarda dans le miroir ovale de sa coiffeuse. Elle ne se reconnaissait presque pas. Cette femme rayonnante qui lui souriait depuis le reflet, c'était vraiment elle? Cette future épouse qui s'apprêtait à commencer une nouvelle vie? « Maman, j'ai un peu peur », avoua-t-elle soudain, la voix légèrement tremblante. « Peur de quoi, ma petite? Peur que ce soit trop beau pour être vrai, peur que quelque chose vienne tout gâcher. » Elle baissa les yeux, soudain émue. « Jean-Claude et moi, nous nous aimons tellement. Parfois, j'ai l'impression que le bonheur ne peut pas durer éternellement. » Françoise prit sa fille dans ses bras et la serra fort contre elle. Cette étreinte avait le goût de l'enfance, de toutes ces fois où sa mère l'avait consolée après un cauchemar ou une déception. L'amour véritable, ma chérie, c'est rare et précieux, mais quand on l'a trouvé, il faut s'y accrocher de toutes ses forces. Jean-Claude t'aime et toi tu l'aimes. C'est tout ce qui compte. À 9 heures, la famille Dubois prit la route vers l'auberge du Moulin des Saules. Pierre conduisait la Peugeot familiale avec précaution, conscient de l'importance du moment. À ses côtés, Françoise vérifiait une dernière fois que rien n'avait été oublié. Sur la banquette arrière, Marguerite regardait défiler le paysage familier de son enfance, les champs dorés par l'automne, les premières vignes qui commençaient à rougir, les villages endormis sous la brume matinale. Ils ne savaient pas encore que cette route vers l'auberge les menait vers l'un des mystères les plus troublants que leur petite communauté ait jamais connu. Ils ne savaient pas que ce jour, qui devait être le plus beau de leur vie, allait se transformer en cauchemar. Ils ne savaient pas que Jean-Claude Moreau, l'homme qui faisait battre le cœur de Marguerite, avait déjà disparu. L'auberge du Moulin des Saules apparut au détour d'un virage, majestueuse et accueillante, avec ses volets verts et sa façade fleurie. Des voitures étaient déjà garées dans la cour pavée, signe que les premiers invités étaient arrivés. Marguerite sentit son cœur s'emballer de joie et d'impatience. « Nous y voilà, ma princesse », dit Pierre en se garant près de l'entrée principale. Marguerite descendit de voiture, sa robe bruissant doucement dans l'air frais du matin. Elle leva les yeux vers les fenêtres de l'étage, se demandant laquelle était celle de Jean-Claude. Dans quelques heures, ils seraient mari et femme. Dans quelques heures, leur vraie vie commencerait. Mais pour l'instant, elle ne savait pas encore que Jean-Claude N était plus là. Elle ne savait pas que sa chambre était vide, que ses vêtements de cérémonie attendaient sur une chaise, que seule une serviette humide témoignait de sa présence matinale. Elle ne savait pas que son monde était sur le point de s'écrouler. Elle souriait encore, radieuse et confiante, quand Madame Bertrand vint l'accueillir sur le perron. Elle souriait encore quand ses parents et elle furent conduits vers le salon d'honneur où les attendaient les premiers invités. Elle souriait encore, ignorant que son bonheur touchait déjà à sa fin. À 10 heures précises, Marguerite était prête, sa robe ajustée à la perfection,
Son voile déployé comme un nuage de tulle, ses mains tremblantes tenant le bouquet de roses blanches que sa mère avait confectionné avec amour. Dans le salon d'honneur de l'auberge, une trentaine d'invités étaient rassemblés. Famille, amis proches, quelques collègues de l'école et les artisans de l'atelier Moreau. L'ambiance était chaleureuse et joyeuse, ponctuée de rires et de conversations animées. Marguerite regardait l'horloge ancienne accrochée au mur. 10h05. La cérémonie devait commencer dans 25 minutes, selon le programme minutieusement établi. Elle s'attendait à voir Jean-Claude descendre l'escalier d'un moment à l'autre, élégant dans son costume sombre, peut-être un peu nerveux mais souriant, prêt à les épouser devant Dieu et leurs proches. Il doit être en train de se préparer, murmura Marie-Thérèse Moreau, la mère de Jean-Claude, en s'approchant de Marguerite. Mais quelque chose dans sa voix trahissait une légère inquiétude. Tu sais comment sont les hommes, ils ont toujours besoin de plus de temps que prévu. Henri Moreau, le père de Jean-Claude, était en grande conversation avec Pierre Dubois près de la cheminée. Leurs visages étaient détendus, mais Marguerite remarqua qu'Henri jetait de temps en temps un regard vers l'escalier menant aux chambres. « Où est donc passé notre futur marié ?» plaisanta l'oncle Robert, le frère de Jean-Claude, un homme jovial aux joues rouges qui dirigeait une ferme dans les environs. « Il ne va quand même pas nous faire le coup du trac de dernière minute. » Quelques rires fusèrent, mais Marguerite sentit une petite pointe d'anxiété lui serrer l'estomac. Jean-Claude était d'ordinaire très ponctuel, presque maniaque sur les horaires. C était même devenu une plaisanterie entre eux. Il arrivait toujours avec 5 minutes d'avance à leur rendez-vous. 10h15. L'inquiétude commençait à se lire sur certains visages. Philippe Girard, le témoin de Jean-Claude et son meilleur ami depuis l'enfance, monta discrètement à l'étage. Il revint quelques minutes plus tard, l'air perplexe. « Je n'arrive pas à le trouver », dit-il à voix basse à Henri Moreau. « Sa chambre semble vide. »« Comment ça, vide ?» demanda Henri, soudain alarmé. « Sa tenue est là, posée sur la chaise, mais lui, il n'y est pas. J'ai frappé. J'ai appelé, rien. » Un silence pesant s'installa entre les deux hommes. Marguerite, qui avait entendu, malgré leur chuchotement, sentit son cœur se serrer. Quelque chose n'allait pas. Jean-Claude N n'était pas le genre d'homme à disparaître le jour de son mariage, même pour une plaisanterie. Peut-être est-il sorti prendre l'air, suggéra Marie-Thérèse, mais sa voix manquait de conviction. Il était si nerveux hier soir. Peut-être a-t-il eu besoin de marcher un peu pour se calmer. Henri hocha la tête, mais son visage était devenu grave. Il connaissait son fils. Jean-Claude était responsable, fiable, prévisible dans ses habitudes. Il ne serait jamais parti sans prévenir, surtout pas le jour de son mariage. « Je vais aller voir », décida Henri. « Philippe, viens avec moi. Nous allons faire le tour de la propriété. » Marguerite les regarda, éloignée. Une angoisse sourde montant en elle comme une marée noire. Autour d'elle, les conversations continuaient, mais elle percevait une tension nouvelle dans l'air. Les invités commençaient à se poser des questions, à regarder leurs montres, à échanger des regards interrogateurs. « Ma chérie, ne t'inquiète pas », lui dit sa mère en lui prenant la main. Il y a sûrement une explication toute simple. Mais Marguerite connaissait Jean-Claude mieux que personne. Elle savait qu'il ne lui ferait jamais ça. Jamais il ne la laisserait seule, en robe de mariée, devant tous leurs invités, sans une explication. Son instinct de femme amoureuse lui criait que quelque chose de grave était arrivé. 10h45, l'heure prévue pour la cérémonie était dépassée. Monsieur Bertrand, le propriétaire de l'auberge, vint discrètement s'entretenir avec Pierre Dubois et les proches des familles. Son visage exprimait une préoccupation grandissante. « Nous avons fouillé tous les recoins de l'auberge », expliqua-t-il à voix basse. « Les jardins, la cave, le grenier, les dépendances, aucune trace de Monsieur Moreau. Sa voiture est toujours là, dans la cour. »« Sa voiture », répéta Henri, les sourcils froncés. « Il n'a pas pu partir à pied. Nous sommes à des kilomètres de tout. » Philippe revint de l'extérieur, l'air sombre. Il avait fait le tour des sentiers qui menaient au bord du Doubs, interrogé les quelques promeneurs matinaux qu'il avait croisés. Personne n'avait vu Jean-Claude.
« J'ai parlé avec le jardinier de l'auberge », rapporta-t-il. « Il était là depuis 6 heures ce matin pour s'occuper des derniers préparatifs. Il n'a vu personne sortir du bâtiment. » Marguerite sentit ses jambes se dérober sous elle. Sa mère et Marie-Thérèse l'aidèrent à s'asseoir sur l'une des banquettes du salon. Sa belle robe blanche s'étalait autour d'elle comme un nuage de malheur. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Pas encore. Il devait y avoir une explication. « Il faut que nous montions voir sa chambre », déclara-t-elle d'une voix déterminée malgré le tremblement qui l'agitait. Henri acquiesça. Ensemble, ils montèrent l'escalier de bois qui menait au premier étage. La chambre de Jean-Claude était la numéro 7. Une jolie pièce mansardée avec une vue sur la rivière. Henri frappa à la porte, appela son fils, puis sortit le passe-partout que lui avait confié M. Bertrand. La porte s'ouvrit sur une scène troublante. Le lit était parfaitement fait, comme si personne n'y avait dormi. Sur la chaise en osier près de la fenêtre, le costume de mariée était soigneusement disposé. Le pantalon sombre, la veste, la chemise blanche impeccablement repassée, la cravate assortie. Les chaussures neuves étaient encore dans leur boîte, les chaussettes pliées à côté. « On dirait qu'il ne s'est pas couché », murmura Philippe en examinant le lit. Mais Marguerite remarqua autre chose. Dans la petite salle de bain attenante, une serviette était posée en tas sur le carrelage. Elle était humide, comme si quelqu'un s'en était servi récemment. Le lavabo portait encore quelques traces d'humidité. « Il s'est lavé ce matin », dit-elle d'une voix blanche. « Il était là ce matin. » Henri examina la serviette, la soupesa. Elle était encore légèrement humide, mais pas trempée. Il était difficile de dire à quelle heure elle avait été utilisée. « Ses affaires de toilette sont là », constata Philippe en regardant la trousse posée près du miroir. Sa brosse à dents, son rasoir, tout. Marguerite ouvrit l'armoire. Les vêtements que Jean-Claude avait apportés pour le week-end étaient tout là, soigneusement rangés. Son portefeuille était posé sur la table de chevet, avec ses papiers d'identité et l'argent pour les pourboires de la cérémonie. « Il n'a rien pris », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Il n'a rien emporté. » Henri prit sa future belle-fille dans ses bras. Cet homme robuste, habitué aux gestes précis et mesurés de son métier d'artisan, tremblait lui aussi. La disparition de son fils unique le bouleversait au-delà des mots. « Nous allons le retrouver ? Marguerite, je te le promets. » Mais au fond de lui, une peur sourde commençait à s'installer. Jean-Claude était un homme simple, sans histoire, sans ennemis connus. Il menait une vie tranquille, partagée entre son travail à l'atelier et ses soirées avec Marguerite. Qu'est-ce qui avait pu le pousser à disparaître ainsi le matin de son mariage? De retour au salon, la situation était devenue intenable. Les invités, d'abord perplexes, commençaient à exprimer ouvertement leur inquiétude. Certains parlaient déjà de rentrer chez eux, ne sachant que faire face à cette situation inédite. « Il faut prévenir la gendarmerie », déclara Pierre Dubois, le visage grave. « Attendons encore un peu », plaida Marie-Thérèse. « Il va peut-être revenir. Il y a peut-être eu un accident ou... » « Un accident ?» l'interrompit Henri. « Sa voiture est là. Il est parti à pied, en pleine nuit ou aux premières heures du matin. Où a-t-il pu aller ? » Marguerite regardait par la fenêtre les eaux sombres du Doubs qui coulaient paisiblement le long de l'auberge. La rivière avait toujours été un lieu de paix pour elle et Jean-Claude. Ils avaient l'habitude de s'y promener ensemble, main dans la main, rêvant de leur avenir. Aujourd'hui, cette même rivière lui paraissait menaçante, pleine de mystères et de dangers cachés. À 14 heures, après avoir attendu en vain pendant 4 heures, Henri Moreau prit la décision d'appeler la gendarmerie de Besançon. Le brigadier-chef Martin, un homme expérimenté au visage buriné par 20 ans de service, arriva 1 heure plus tard avec 2 de ses hommes. « Racontez-moi tout depuis le début », demanda-t-il en s'installant dans le petit bureau de l'auberge que M. Bertrand avait mis à sa disposition. Henri, Philippe et Pierre se relayèrent pour reconstituer les dernières heures connues de Jean-Claude.
Il avait dîné la veille au soir avec sa famille et quelques amis proches dans la salle de restaurant de l'auberge. Il paraissait de bonne humeur, un peu nerveux comme tout futur marié, mais nullement inquiet ou troublé. « À quelle heure s'est-il retiré dans sa chambre ?» demanda le brigadier-chef. « Vers 22 heures, répondit Philippe. Nous avons bu un dernier verre ensemble au bar. Il m'a dit qu'il avait hâte d'être au lendemain, qu'il ne tenait plus en place. Il avait des problèmes, des dettes, des ennuis sentimentaux? Aucun, affirma Henri avec force. Jean-Claude menait une vie rangée. Il travaillait avec moi à l'atelier. Il était fiancé à Marguerite depuis 6 mois. Tout allait bien dans sa vie. Le brigadier-chef Martin prit des notes, posa encore quelques questions, puis organisa une première battue dans les environs de l'auberge. Les gendarmes fouillèrent systématiquement les sentiers forestiers, les berges du Doubs, les bâtiments abandonnés de la région. Pendant ce temps, Marguerite était restée dans le salon, entourée de sa famille et de quelques amis proches. Elle avait refusé de quitter sa robe de mariée, comme si le fait de la garder pouvait ramener Jean-Claude, pouvait inverser le cours du destin. « Il faut que tu manges quelque chose », lui dit doucement sa mère. « Je ne peux pas », murmura Marguerite, les yeux perdus dans le vague. « Tant qu'il ne sera pas là, je ne peux rien faire. » La nuit tomba sur l'auberge du Moulin des Saules, sans que Jean-Claude réapparaisse. La plupart des invités étaient rentrés chez eux, ne sachant que faire face à cette situation extraordinaire. Seules les 2 familles étaient restées, refusant d'abandonner les recherches. Marguerite passa la nuit dans sa robe de mariée, assise dans un fauteuil du salon, guettant le moindre bruit, le moindre signe qui pourrait annoncer le retour de son fiancé. Mais le silence de l'auberge N était troublé que par le murmure constant de la rivière et les pas des gendarmes qui continuaient leurs recherches à la lumière des lampes torches. Au matin du 13 novembre, Jean-Claude Moreau avait officiellement disparu depuis 24 heures et Marguerite Dubois, qui devait être Madame Moreau, était toujours une fiancée abandonnée. Les jours qui suivirent la disparition de Jean-Claude S. écoulèrent dans une atmosphère irréelle, comme si le temps S était arrêté autour de l'auberge du Moulin des Saules. Marguerite refusait de quitter les lieux, persuadée que Jean-Claude allait revenir, qu'il allait surgir d'un sentier forestier avec une explication logique à sa disparition. Elle avait finalement accepté de troquer sa robe de mariée contre des vêtements plus pratiques, mais elle portait toujours à son doigt la bague de fiançailles que Jean-Claude lui avait offerte. Les recherches s'intensifièrent rapidement. Dès le lundi matin, une équipe de plongeurs de Besançon vint explorer les fonds du Doubs dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de l'auberge. L'eau était froide et trouble en cette saison, la visibilité réduite, mais ils sondèrent méticuleusement chaque recoin. Chaque anfractuosité ou un corps aurait pu être entraîné par le courant. Henri Moreau ne tenait plus en place. Cet homme habitué à contrôler son environnement, à façonner le bois selon sa volonté, se trouvait démuni face à l'inexplicable disparition de son fils. Il arpentait les sentiers forestiers du matin au soir, appelant Jean-Claude, scrutant chaque buisson, chaque dépression de terrain où son fils aurait pu se blesser ou perdre connaissance. Il faut être logique, se répétait-il sans cesse. Jean-Claude n'a pas pu s'évaporer. Il est quelque part. Il faut juste savoir où chercher. Marie-Thérèse, elle, alternait entre espoir et désespoir. Elle avait installé un petit camp de fortune dans une chambre de l'auberge, refusant de rentrer chez elle tant que son fils ne serait pas retrouvé. Elle priait beaucoup, égrenait son chapelet en regardant couler la rivière, cherchant dans sa foi un réconfort que la réalité lui refusait. Marguerite, quant à elle, était lancée dans une enquête personnelle. Elle interrogeait tous ceux qui avaient côtoyé Jean-Claude dans les semaines précédant sa disparition, cherchant un détail, un indice que les gendarmes auraient pu manquer. Elle rendait visite aux clients de l'atelier Moreau, aux amis d'enfance de Jean-Claude, aux commerçants du village. Jean-Claude paraissait normal, lui répétait-on invariablement. Heureux même, il parlait beaucoup de votre mariage. Il avait hâte. Cette unanimité troublait Marguerite plus qu'elle ne la rassurait. Si Jean-Claude était si heureux, si impatient de l'épouser, qu'est-ce qui avait pu le pousser à disparaître ainsi?
Le mercredi suivant sa disparition, une piste se dessina enfin. Auguste Lemaire, un vieux pêcheur du village voisin, se présenta à la gendarmerie avec un témoignage qui fit sensation. Il affirmait avoir vu, le matin du mariage vers 6 heures, un homme marchant seul sur le sentier qui longeait la rive droite du Doubs. Il avait l'air bizarre, raconta Auguste au brigadier-chef Martin. Il était en sous-vêtements, pieds nus, et il titubait comme s'il était saoul ou malade. J'y étais de l'autre côté de la rivière. Je n'ai pas pu bien voir son visage. Mais sa silhouette correspondait à celle du jeune Moreau. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu témoigner plus tôt ?» demanda le gendarme. Auguste haussa les épaules, embarrassé. « Je ne pensais pas que c'était important. Et puis, vous savez, à mon âge, on se dit parfois qu'on a rêvé. » Ce témoignage relança les recherches dans une nouvelle direction. Si Jean-Claude avait effectivement été vu marchant vers la forêt dense qui bordait le Doubs, il fallait concentrer les efforts sur cette zone. Des battues furent organisées avec des chiens policiers, des hélicoptères survolèrent la canopée, des spéléologues explorèrent les nombreuses grottes calcaires de la région. Mais les jours passaient sans apporter de nouvelles pistes. Le témoignage d'Auguste Lemaire, pour troublant qu'il fût, ne menait nulle part. Les chiens perdèrent la trace au bout de quelques centaines de mètres, comme si Jean-Claude S. était volatilisé. Marguerite commençait à perdre espoir, même si elle refusait de l'admettre. Les nuits étaient les pires moments. Seule dans sa chambre d'auberge, elle repensait à tous leurs projets, à toutes leurs conversations sur l'avenir. Jean-Claude et elle avaient prévu de s'installer dans la petite maison que les parents Moreau leur avaient cédée, à 2 pas de l'atelier familial. Ils parlaient d'avoir des enfants, de créer leur propre famille, de vieillir ensemble dans cette belle région de Franche-Comté qu'ils aimaient tant. « Où es-tu, mon amour ?» murmurait-elle dans l'obscurité de sa chambre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. 1 mois après la disparition, la pression médiatique commença à se faire sentir. Les journaux régionaux s'emparèrent de l'affaire, titrant sur « Le mystère du marié volatilisé » ou « Elle, énigme du Doubs ». Des journalistes débarquèrent à l'auberge, harcelant les familles de questions, photographiant Marguerite à son insu. Cette intrusion supplémentaire dans leur douleur acheva de les épuiser moralement. Ils nous traitent comme des bêtes de foire, se plaignit Henri à sa femme, comme si notre douleur était un spectacle. Mais paradoxalement, cette médiatisation permit aussi de faire appel à témoins sur une plus large échelle. Plusieurs personnes se manifestèrent, affirmant avoir vu un homme correspondant au signalement de Jean-Claude dans diverses communes de la région. Hélas, chaque piste se révéla être une impasse, un cas d'erreur sur la personne ou de confusion de date. Le plus dur pour Marguerite était de gérer les regards des gens du village quand elle rentrait parfois chez ses parents. Elle lisait dans leurs yeux une mixture de compassion et de curiosité malsaine. Certains chuchotaient sur son passage, émettant des hypothèses plus farfelues les unes que les autres. Peut-être qu'il avait une liaison, susurrait Madame Collet, la commère du village. Les hommes, ça peut cacher des choses, même aux femmes qu'ils aiment. Ou alors, des dettes de jeu, renchérissait son voisin. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans la tête des gens. Ces rumeurs blessaient Marguerite profondément. Elle qui connaissait Jean-Claude mieux que personne. Elle qui avait partagé ses rêves, ses peurs, ses petites manies du quotidien, ne pouvait accepter qu'on salisse ainsi sa mémoire. Jean-Claude était un homme droit, fidèle, incapable de duplicité. L'hiver 1988 fut particulièrement rigoureux cette année-là. La neige recouvrit la région d'un manteau blanc qui sembla figer définitivement les recherches. Les cours d'eau gelèrent partiellement. Les sentiers forestiers devinrent impraticables. Il fallut attendre le dégel de mars pour que les investigations reprennent vraiment. Marguerite avait dû se résoudre à retourner travailler à l'école. Ses élèves, avec cette intuition particulière aux enfants, sentaient sa tristesse sans vraiment la comprendre. Ils étaient plus sages qu'à l'ordinaire, comme s'ils voulaient épargner leur maîtresse bien-aimée. « Mademoiselle, pourquoi vous êtes triste ?» lui demanda un jour la petite Céline.
6 ans. Les yeux levés vers elle avec cette candeur désarmante de l'enfance. Marguerite s'agenouilla à sa hauteur, retenant ses larmes. Parfois, les grandes personnes sont tristes parce qu'elles ont perdu quelqu'un qu'elles aiment beaucoup. Comme quand mon chat Minou a disparu. Oui, mon cœur, un peu comme ça. L'enfant réfléchit un instant, puis lui offrit un dessin qu'elle venait de terminer. C était un soleil jaune avec un grand sourire. Tenez, ça va vous redonner le sourire. Ces moments de grâce innocente aidaient Marguerite à tenir le coup. Ses élèves étaient devenus sa bouée de sauvetage, la raison qui l'obligeait à se lever chaque matin, à continuer à vivre malgré l'absence déchirante de Jean-Claude. Le printemps 1989 arriva sans apporter de nouvelles. L'enquête officielle piétinait. Le brigadier-chef Martin avait exploré toutes les pistes classiques: accident, suicide, fuite volontaire, enlèvement. Aucune ne tenait vraiment la route. Jean-Claude semblait s'être littéralement évaporé. « Nous n'abandonnons pas », assura-t-il aux familles lors d'une réunion au mois d'avril. « Mais je dois être honnête avec vous, nous n'avons plus de pistes actives à explorer. » Henri Moreau accusa le coup. Cet homme qui avait toujours eu confiance en la justice, en l'ordre des choses, se sentait trahi par un système qui n'arrivait pas à retrouver son fils unique. « Vous voulez dire qu'on ne saura jamais ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Je ne dis pas ça. Parfois, les affaires se débloquent des années plus tard, grâce à un témoignage tardif, à une découverte fortuite. Il ne faut pas perdre espoir. » Mais l'espoir, justement, commençait à s'effriter. Marguerite sentait ses forces l'abandonner peu à peu. Elle maigrissait, dormait mal, se réfugiait de plus en plus souvent dans la solitude. Ses parents s'inquiétaient pour sa santé mentale et physique. « Ma chérie, il faut que tu penses à refaire ta vie », lui dit un jour sa mère avec beaucoup de douceur. « Jean-Claude n'aurait pas voulu que tu te détruis comme ça. »« Refaire ma vie ?» répéta Marguerite, scandalisée. « Mais maman, et s'il revenait? Et s'il avait perdu la mémoire? S'il était blessé quelque part? S'il essayait de rentrer? Je ne peux pas l'abandonner. » Françoise prit sa fille dans ses bras. Elle comprenait sa douleur, mais elle voyait aussi sa fille se consumer lentement, jour après jour, dans une attente qui risquait de durer éternellement. 1 an après la disparition, en novembre 1989, une cérémonie commémorative fut organisée dans la petite église du village. Toute la communauté vint rendre hommage à Jean-Claude et témoigner son soutien aux familles éprouvées. Marguerite, vêtue de noir, écouta l'homélie du prêtre les yeux secs. Elle avait trop pleuré pour avoir encore des larmes. « Jean-Claude reste vivant dans nos cœurs », déclara le père Bernard. « Son souvenir nous accompagne et nous guide. Il nous rappelle que l'amour véritable ne disparaît jamais, même quand ceux que nous aimons ne sont plus à nos côtés. » Mais Marguerite ne voulait pas d'un amour de souvenir. Elle voulait Jean-Claude en chair et en os, avec ses mains rugueuses d'artisan, son rire communicatif, ses petites attentions du quotidien. Elle voulait la vie qu'ils avaient projetée ensemble, pas cette existence de veuve sans avoir jamais été épouse. L'enquête fut officiellement classée en décembre 1989, mais Henri Moreau refusa de baisser les bras. Il engagea un détective privé, un ancien policier de Lyon réputé pour ses méthodes peu conventionnelles. Pierre Valette était un homme discret, méthodique, qui reprit l'affaire depuis le début sans se laisser influencer par les conclusions précédentes. « Dans ma carrière, j'ai appris qu'il n'y a jamais de disparition sans explication », expliqua-t-il aux familles lors de leur première rencontre. Il y a toujours une logique, même si elle nous échappe au premier abord. Il faut juste savoir la décrypter. Valette réinterrogea tous les témoins, revisita tous les lieux et reconstitua minute par minute la dernière soirée de Jean-Claude. Il découvrit quelques détails que l'enquête officielle avait négligés. Jean-Claude avait passé un long coup de téléphone depuis sa chambre vers 23 heures. Il avait demandé au barman de l'auberge s'il était possible de se procurer des cachets pour dormir. Il avait paru particulièrement nerveux en fin de soirée. « À qui a-t-il téléphoné ?» demanda Marguerite, intriguée. « Donc c'est ce que nous allons découvrir »,
promis le détective. Les relevés téléphoniques de L époque ont été archivés. Il faudra du temps, mais nous y arriverons. Cette nouvelle piste redonna un peu d'espoir à Marguerite. Peut-être qu'enfin, quelqu'un allait percer le mystère de la disparition de Jean-Claude. Peut-être qu'elle allait enfin savoir ce qui était arrivé à l'homme qu'elle aimait. Mais les mois passaient et Valette lui-même semblait patiner. Les relevés téléphoniques révélèrent que Jean-Claude avait effectivement appelé un numéro de Besançon, mais celui-ci correspondait à une cabine publique. Impossible de savoir qui était à l'autre bout du fil. Il a appelé quelqu'un qu'il ne voulait pas joindre depuis chez lui, en déduisit le détective. Quelqu'un avec qui il ne voulait pas laisser de traces d'appel direct. Mais qui ? S'impatienta Henri. Jean-Claude n'avait pas de secret pour nous. Tout le monde a des secrets, monsieur Moreau. Même les gens les plus proches de nous peuvent nous cacher des choses, par amour, par protection ou par peur. Cette révélation troubla profondément Marguerite. Elle qui croyait tout connaître de Jean-Claude découvrait qu'il avait peut-être eu une part d'ombre qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Qui avait-il appelé si tard le soir? Pourquoi cette mystérieuse conversation depuis une cabine téléphonique? L'hiver 1990 s'annonçait aussi dur que les précédents. Marguerite avait maintenant 26 ans, mais elle se sentait vieillie prématurément par le chagrin et l'incertitude. Ses amis de jeunesse étaient mariés, avaient fondé des familles, menaient des vies normales. Elle restait figée dans l'attente, prisonnière d'un amour inachevé. « Tu ne peux pas passer ta vie à attendre », lui dit un jour Claire, sa meilleure amie depuis l'école. « Jean-Claude ne reviendra peut-être jamais. Il faut que tu l'acceptes. »« Je ne peux pas », murmura Marguerite. « Tant que son corps n'aura pas été retrouvé, tant que je n'aurai pas de preuve de sa mort, j'espérerai. » Claire soupira. Elle aimait son amie, mais elle voyait bien que cette obstination la détruisait petit à petit. Marguerite refusait tous les prétendants, repoussait toutes les tentatives de sortie ou de distraction, se murait dans une fidélité qui commençait à ressembler à de l'autodestruction. Au printemps 1991, Valette abandonna l'enquête. Après 2 ans de recherches intensives, il n'avait pas réussi à percer le mystère de la disparition de Jean-Claude. Il avait exploré toutes les pistes possibles, interrogé des dizaines de personnes, fouillé dans le passé du jeune homme sans rien découvrir de significatif. « Je suis désolé », avoua-t-il aux familles lors de sa dernière visite. « Votre fils, votre fiancé, semble avoir été une personne remarquablement ordinaire, sans ennemis, sans problème majeur. Sa disparition reste inexplicable. » Henri Moreau encaissa cette nouvelle défaite avec amertume. Il avait investi ses économies dans cette enquête privée, espérant enfin obtenir des réponses. Il se retrouvait plus démuni que jamais, sans argent et sans espoir. Marguerite, elle, sombra dans une dépression profonde. Elle prit un congé maladie de l'école, s'enferma chez ses parents, refusa pendant des semaines de voir qui que ce soit. Le médecin du village lui prescrivit des calmants, lui conseilla de consulter un psychiatre à Besançon. « Je ne suis pas folle », protesta-t-elle. « Je souffre, c'est différent. »« Personne ne dit que vous êtes folle, ma petite Marguerite », répondit le docteur Arnaud avec bienveillance. « Ah, mais votre souffrance est si intense qu'elle vous empêche de vivre. Il faut accepter de l'aide. » Marguerite refusa. Elle avait l'impression que consulter un psychiatre reviendrait à admettre la mort de Jean-Claude, à enterrer définitivement leur amour. Or, elle n'était pas prête à franchir ce cap. Pas encore. L'été 1993 fut marqué par une sécheresse exceptionnelle. Le niveau du Doubs baissa dramatiquement, révélant des portions de lit habituellement immergées. C'est dans ce contexte que se produisit la découverte qui allait relancer brutalement l'affaire Jean-Claude Moreau. Le 18 juillet 1993, par un après-midi étouffant où la température flirtait avec les 40 degrés à l'ombre, 3 adolescents du village exploraient les berges asséchées du Doubs à la recherche de fossiles et de galets rares. Kevin, Sylvain et Jérôme, tous âgés de 15 ans,
connaissaient bien cette portion de rivière pour y avoir pêché pendant des années avec leur père, mais jamais ils ne l'avaient vue dans un état si dramatique. « Regarde, on voit le fond jusqu'au milieu », s'exclama Kevin en désignant le lit de la rivière, normalement recouvert de 2 mètres d'eau. C'est en fouillant sous les racines enchevêtrées d'un vieux saule pleureur que Sylvain fit la découverte qui allait bouleverser toute la région. Ses doigts se refermèrent sur quelque chose de doux, de soyeux, prisonnier des racines et de la vase séchée. « Les gars, venez voir ça !» appela-t-il, la voix étrangement grave. Ses amis s'approchèrent et découvrirent avec lui ce qui ressemblait à des vêtements. Un pantalon sombre, une chemise blanche, une veste élégante, le tout dans un état de conservation surprenant malgré les années passées dans l'eau. Et surtout, une cravate de soie bleue, soigneusement nouée autour d'une manche de chemise, comme si quelqu'un avait pris la peine de la ranger avec soin. Les 3 garçons se regardèrent, soudain conscients de la gravité de leur découverte. Tous les habitants de la région se souvenaient de l'affaire du marié disparu. Ces vêtements correspondaient exactement à la description du costume que Jean-Claude Moreau devait porter le jour de son mariage. « Il faut prévenir les gendarmes », murmura Jérôme, impressionné. 1 heure plus tard, le brigadier-chef Martin était sur place avec une équipe de la police scientifique. Marguerite, alertée par un voisin qui avait entendu les sirènes, arriva peu après, le visage livide mais déterminé. À 30 ans maintenant, elle portait sur son visage les stigmates de 5 années d'attente et d'espoir déçu. Ses cheveux châtains étaient parsemés de quelques fils gris prématurés. Ses yeux noisettes avaient perdu leur éclat de jeunesse. « C'est son costume ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante aux gendarmes qui supervisaient l'opération. L'homme hocha la tête gravement. « Tout porte à le croire, mademoiselle. Nous allons faire procéder aux analyses, mais la description correspond parfaitement. » Marguerite s'effondra. Après 5 années d'incertitude, cette découverte était à la fois un soulagement et une déchirure supplémentaire. Un soulagement parce qu'enfin, elle avait une preuve matérielle du destin de Jean-Claude. Une déchirure parce que cette preuve semblait confirmer ses pires craintes. Henri et Marie-Thérèse Moreau arrivèrent à leur tour, vieillis eux aussi par ces années de tourments. Henri, maintenant âgé de 60 ans, avait les cheveux complètement blancs et le dos voûté par le chagrin. Marie-Thérèse s'appuyait sur une canne, fragilisée par une attaque légère qu'elle avait subie l'année précédente. « Mon petit garçon », murmura-t-elle en voyant les vêtements de son fils étalés sur une bâche plastique. « Mon pauvre petit garçon ». Les analyses confirmèrent rapidement ce que tout le monde soupçonnait. Les vêtements appartenaient bien à Jean-Claude Moreau. Les fibres, les boutons, la coupe, tout correspondait aux descriptions fournies par le tailleur qui avait confectionné le costume. Plus troublante encore, une pulsette en argent gravée aux initiales J.C. M. fut retrouvée quelques mètres plus loin, coincée entre 2 pierres. Mais le mystère S épaississait plus qu'il ne se résolvait. Où était le corps de Jean-Claude? Comment ces vêtements S étaient-ils retrouvés dans la rivière sans lui? Les analyses médico-légales ne révélèrent aucune trace de sang, aucun indice de violence. Les tissus portaient simplement les traces de leur long séjour dans l'eau. Décoloration, effilochement, imprégnation de vases et de débris végétaux. 5 ans dans une rivière, ça laisse des traces, expliqua l'expert aux familles. Mais curieusement, ces vêtements semblent avoir été protégés par leur position sous les racines. Ils ont été moins exposés aux courants et aux intempéries que s'ils avaient flotté librement. Cette découverte relança l'enquête avec une intensité nouvelle. Une équipe de plongeurs plus importante fut dépêchée sur les lieux pour fouiller systématiquement tous les recoins du lit de la rivière sur plusieurs kilomètres. Des sondes furent utilisées pour sonder la vase, des chiens renifleurs amenés pour détecter d'éventuelles traces organiques. Marguerite ne quittait plus les berges du Doubs. Elle avait pris un nouveau congé à l'école et passé ses journées à observer les recherches, espérant et redoutant à la fois qu'on retrouve le corps de Jean-Claude. Cette attente était devenue sa raison de vivre, sa malédiction et sa prison.
Il faut que vous compreniez une chose, lui dit le nouveau juge d'instruction chargé de l'affaire, maître Dubois, un homonyme qui la troublait toujours. Même si nous retrouvons votre fiancé, nous ne saurons peut-être jamais exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais au moins, je saurai qu'il est mort, répondit Marguerite avec une tristesse infinie. Au moins, je pourrai faire mon deuil. Les jours passaient sans apporter de nouvelles découvertes. Les plongeurs exploraient méticuleusement chaque mètre carré du fond de la rivière, mais ne trouvaient que des débris sans intérêt. Vieilles bouteilles, pneus, ferrailles rouillées. Aucune trace du corps de Jean-Claude. Un matin de septembre, alors que les recherches allaient être officiellement suspendues faute de résultats, un événement inattendu se produisit. Madame Geneviève Petit, une ancienne employée de l'auberge du Moulin des Saules, se présenta spontanément au commissariat de Besançon. Cette femme de 70 ans, qui avait travaillé comme femme de ménage à l'auberge pendant 15 ans, n'avait jamais été interrogée lors de l'enquête initiale car elle avait pris sa retraite juste avant les événements de 1988. « Je n'ai pas pu venir plus tôt », expliqua-t-elle au brigadier-chef Martin. « J était malade, j'ai passé 2 ans à l'hôpital. Mais maintenant que j'ai appris pour les vêtements, il faut que je vous dise ce que j'ai vu. » Son témoignage allait éclairer l'affaire d'un jour nouveau et troublant. « La nuit du mariage manqué, raconta-t-elle. J était resté très tard à l'auberge pour préparer les derniers détails de la réception. Vers minuit, j'ai vu le jeune marié descendre dans le hall. Il était en sous-vêtements, pieds nus, et il avait l'air, comment dire, comme s'il était dans un rêve ou sous l'effet de médicaments. « Vous l'avez vu sortir de l'auberge » demanda le gendarme, suspendant sa prise de notes. « Oui, il est allé vers la porte qui donne sur les jardins, celle qui mène aux berges. Il marchait bizarrement, comme un somnambule. J'ai pensé qu'il avait pris quelque chose pour dormir et que ça ne lui réussissait pas. Pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque » Madame Petit baissa les yeux, embarrassée. « Parce que j'avais peur qu'on me reproche de ne pas l'avoir arrêté. Et puis, avec tous ces gendarmes qui posaient des questions, j'avais peur qu'on pense que J était mêlé à quelque chose de louche. » Ce témoignage tardif, mais crucial, permettait enfin de reconstituer les dernières heures de Jean-Claude. Il était sorti de l'auberge vers minuit, dans un état de semi-conscience, peut-être sous l'influence de somnifères. Il avait marché vers la rivière, et là, que s'était-il passé? Accident ou suicide? Se demandèrent les enquêteurs. Jean-Claude, désorienté par les médicaments, avait-il chuté dans la rivière et était-il noyé? Ou bien, pris d'une crise d'angoisse face au mariage, avait-il volontairement mis fin à ses jours? Marguerite refusait de croire à la thèse du suicide. Jean-Claude m'aimait, il voulait me épouser. Il n'aurait jamais fait ça. Mais au fond d'elle-même, un doute affreux commençait à s'installer. Et si Jean-Claude avait eu des peurs, des angoisses qu'il ne lui avait jamais confiées? Et si la perspective du mariage l'avait terrifié au point de lui faire commettre l'irréparable? L'enquête révéla effectivement que Jean-Claude avait demandé des cachets pour dormir au barman de l'auberge, le soir précédant le mariage. Claude Bertrand, le fils des propriétaires, lui avait donné 2 comprimés de Temesta, un anxiolytique puissant. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à fermer l'œil, qu'il était trop nerveux, témoigna Claude. Je lui ai donné ce que j'avais sous la main. Je ne pensais pas que était dangereux. Les médecins consultés par les enquêteurs confirmèrent qu'une double dose de Temesta, associée à l'alcool consommé pendant le dîner, pouvait provoquer des états de somnambulisme, des pertes de conscience, des comportements irrationnels. Dans cet état, Jean-Claude N était plus vraiment maître de ses actes, expliqua le médecin légiste. Il a pu sortir de l'auberge sans s'en rendre compte, marcher vers la rivière et tomber à l'eau accidentellement. Cette explication rationnelle ne consolait pas Marguerite. Accident ou suicide, le résultat était le même. Jean-Claude était mort et elle avait perdu à jamais l'homme qu'elle aimait.
Les recherches furent définitivement suspendues à la fin octobre 1993. Le corps de Jean-Claude ne fut jamais retrouvé. Officiellement, il fut déclaré décédé par noyade accidentelle, probablement dans la nuit du 12 au 13 novembre 1988. Henri et Marie-Thérèse Moreau firent édifier un monument funéraire dans le petit cimetière du village, avec une simple inscription. Jean-Claude Moreau, 1960-1988, fils et fiancé bien-aimé. Marguerite vint y déposer des fleurs tous les dimanches, fidèle à un rituel qui l'aidait à supporter sa peine. Peu à peu, elle parvint à reprendre le cours de sa vie. Elle retourna enseigner, renoua avec quelques amis, accepta même parfois de sortir dîner ou d'aller au cinéma, mais une partie d'elle-même était morte avec Jean-Claude dans les eaux froides du Doubs. Elle ne se maria jamais. À 50 ans, elle était devenue une figure respectée du village, une institutrice dévouée que tous admiraient pour sa gentillesse et sa force de caractère. Mais ceux qui la connaissaient bien savaient qu'elle portait encore au doigt, discrètement cachée sous un gant, la bague de fiançailles que Jean-Claude lui avait offerte. En 2008, 20 ans après la tragédie, un documentaire fut consacré à l'affaire sur une chaîne de télévision régionale. Marguerite accepta d'y témoigner, espérant qu'un nouveau témoignage pourrait surgir, qu'une dernière pièce du puzzle pourrait enfin s'emboîter. « Je n'ai jamais cessé de l'aimer », confia-t-elle face à la caméra, ses cheveux maintenant complètement gris, son visage marqué par les années, mais ses yeux toujours aussi expressifs. « Jean-Claude reste l'homme de ma vie, même s'il n'a été présent que 2 ans. Certains amours sont si forts qu'ils durent toute une vie, même quand l'être aimé n'est plus là. » Le documentaire ne révéla aucun élément nouveau, mais il toucha profondément les téléspectateurs. De nombreuses lettres parvinrent à Marguerite, des témoignages de soutien, des histoires similaires d'amour brisé par le destin. Elle découvrit qu'elle n'était pas seule dans sa douleur, que d'autres avaient vécu des drames comparables et avaient trouvé la force de continuer. En 2018, 30 ans après la disparition de Jean-Claude, l'auberge du Moulin des Saules fut rachetée par une chaîne hôtelière. Les nouveaux propriétaires, ignorant l'histoire tragique du lieu, entreprirent de lourds travaux de rénovation. C'est en creusant les fondations d'une nouvelle annexe qu'ils firent une découverte macabre. À 3 mètres de profondeur, dans ce qui avait été autrefois le lit ancien de la rivière, ils exhumèrent des ossements humains. L'analyse ADN confirma ce que tout le monde soupçonnait, il s'agissait des restes de Jean-Claude Moreau. Marguerite, maintenant âgée de 54 ans, accueillit cette nouvelle avec un mélange de soulagement et de chagrin. Enfin, elle pouvait faire ses adieux à Jean-Claude. Enfin, elle pouvait tourner définitivement la page sur cette histoire qui avait marqué toute sa vie. Les obsèques eurent lieu dans l'intimité, en présence des quelques proches encore vivants. Henri Moreau était décédé 10 ans plus tôt, emportant avec lui le chagrin de n'avoir jamais su ce qui était arrivé à son fils. Marie-Thérèse, âgée de 85 ans, était dans une maison de retraite, son esprit embrumé par la maladie d'Alzheimer. Marguerite déposa sur le cercueil de Jean-Claude le bouquet de roses blanches qu'elle avait gardé de leur mariage manqué, conservé pendant 30 ans dans un livre de prières. Les fleurs étaient fanées depuis longtemps, mais pour elle, elles gardaient toute leur beauté et leur signification. « Au revoir, mon amour », murmura-t-elle en jetant une poignée de terre sur le cercueil. « Enfin, tu peux reposer en paix. » En rentrant chez elle, ce soir-là, Marguerite retira pour la première fois en 30 ans la bague de fiançailles qu'elle portait au doigt. Elle la plaça dans un petit coffret à côté de la seule photo qu'elle avait gardée d'eux deux ensemble, prise lors de leur fiançailles. Sur l'image jaunie par le temps, on voyait un jeune couple rayonnant de bonheur, les yeux brillants d'amour et d'espoir. Jean-Claude, élégant dans son costume sombre, tenait tendrement Marguerite contre lui. Elle souriait, radieuse dans sa robe de dentelle blanche, ignorant que ce bonheur parfait ne durerait que quelques mois. Marguerite ferma le coffret et le rangea dans son armoire. Une page de sa vie se tournait enfin. Elle avait 60 ans devant elle pour apprendre à vivre autrement, pour découvrir d'autres formes de bonheur.
pour donner un nouveau sens à son existence. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'une partie d'elle-même resterait à jamais cette jeune femme de 24 ans qui avait attendu son fiancé dans une robe de mariée, dans une auberge au bord du Doubs, par un matin de novembre 1988. L'histoire de Marguerite et Jean-Claude nous rappelle que l'amour véritable transcende la mort et le temps. Elle nous enseigne que certaines rencontres marquent une vie entière, même quand elles sont brutalement interrompues par le destin. 30 ans d'attente, 30 ans de fidélité à un amour impossible, 30 ans à porter le poids d'un mystère qui ne sera jamais totalement élucidé. Aujourd'hui encore, quand Marguerite se promène le long du Doubs, elle entend parfois dans le murmure de l'eau la voix de Jean-Claude qui lui dit qu'il l'aime. Elle sait que c'est son imagination, le fruit de sa solitude et de ses souvenirs, mais ces moments lui apportent une paix qu'elle n'a trouvée nulle part ailleurs. Les habitants de la région se souviennent encore de cette histoire tragique. L'auberge du Moulin des Saules a été transformée en hôtel moderne. Mais les anciens racontent aux touristes l'histoire du marié qui a disparu la nuit de ses noces. Certains prétendent même que son fantôme hante encore les berges de la rivière, éternellement à la recherche de sa bien-aimée. Marguerite sourit quand on lui rapporte ces légendes. Elle sait que Jean-Claude n'est pas un fantôme, mais un souvenir vivant dans son cœur. Un amour si pur et si fort qu'il a résisté à 3 décennies de séparation, à toutes les épreuves, à tous les doutes. En cette fin d'année 2018, alors que l'hiver s'installe à nouveau sur la Franche-Comté, Marguerite a enfin trouvé la sérénité. Elle a accepté que certaines questions restent à jamais sans réponse, que certains mystères ne soient pas faits pour être résolus. L'important n'est pas de savoir exactement comment Jean-Claude est mort, mais de se souvenir de la façon dont il a vécu, de l'amour qu'ils ont partagé, de la beauté de leur rencontre. Elle continue d'enseigner, entourée de l'affection de ses élèves et de leurs parents. Elle a trouvé dans ce métier une mission qui donne un sens à sa vie. Transmettre aux nouvelles générations les valeurs qui comptent vraiment, l'importance de l'amour, du respect, de la fidélité. Parfois, elle croise dans la rue de jeunes couples qui se préparent au mariage. Elle les regarde avec tendresse, se souvient de son propre bonheur d'autrefois et leur souhaite silencieusement tout le bonheur qu'elle n'a pas eu la chance de connaître. Car au final, l'histoire de Marguerite et Jean-Claude n'est pas seulement celle d'un mystère non résolu ou d'une tragédie familiale. C'est l'histoire universelle de l'amour face à l'adversité, de la fidélité face à l'abandon, de l'espoir face au désespoir. C'est l'histoire de tous ceux qui ont aimé si fort qu'ils en ont été transformés à jamais. Et vous, qui venez de partager ces moments d'émotion intense avec Marguerite, qui avez ressenti sa douleur et son espoir, vous comprenez maintenant que l'amour véritable ne connaît ni frontières ni limite de temps. Vous savez désormais que certaines histoires, même inachevées, marquent nos cœurs plus profondément que tous les romans à l'eau de rose. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des émotions enfouies, si elle vous a rappelé vos propres amours perdus ou retrouvés, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions, vos propres histoires, vos réflexions sur l'amour et la fidélité. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits aussi bouleversants, d'autres mystères du cœur humain, et d'autres histoires vraies qui vous feront vibrer d'émotion. Car c'est cela notre mission, vous faire ressentir la beauté et la complexité de l'âme humaine à travers des histoires authentiques. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette histoire vous a plu et partagez-la avec vos proches qui, comme vous, savent reconnaître la valeur des sentiments vrais et profonds. L'amour de Marguerite et Jean-Claude nous rappelle que même dans les tragédies les plus sombres, il y a toujours une lumière, celle de l'amour éternel qui transcende la mort elle-même.